Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On poursuit notre rendez-vous hebdomadaire et on va plonger dans le monde de l'art. On accueille Delphine Brochant, fondatrice de Fine Art Consulting. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Bonjour Cédric Decoeur. On va regarder un petit peu ce domaine de l'art. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant à parcourir dans ce domaine patrimonial. Mais là, on va essayer vraiment de dresser les grandes lignes, d'initier peut-être aussi à cette forme d'investissement nos auditeurs qui n'ont peut-être pas toutes les connaissances nécessaires et qui ne savaient peut-être pas complètement qu'on pouvait prendre l'art comme un support, un actif patrimonial. Quelle place doit avoir l'art, Delphine Brochant, dans une stratégie de diversification? Parce qu'on le rappelle, on ne met pas 100% de son patrimoine dans un tableau aussi beau fut-il. Ouais. Alors, dans la question, déjà, vous avez déjà relevé une des premières caractéristiques essentielles qui concerne effectivement la diversification. Donc, ce qui signifie que effectivement, quand vous faites une allocation, diversifier votre allocation d'actifs dans l'art, il est important, et ce qu'on essaye de conseiller, de ne pas aller au-delà de 10% de l'ensemble du patrimoine. Mais au-delà de sa place également, c'est un actif tout à fait atypique qui permet de joindre autant l'utile à l'agréable. Et cela relève de deux caractéristiques, puisque ça relève de données autant irrationnelles que rationnelles. Donc les données irrationnelles, bien entendu, le plaisir, l'émotion, plaisir de pouvoir détenir une œuvre d'art et de pouvoir en jouir au quotidien dans son intérieur, et puis davantage rationnels qui sont moins connus également du fait du caractère tangible de cet actif, donc qui rassure particulièrement en période de crise et de climat incertain, ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, mais également le fait que ce soit décorrélé des marchés financiers, et puis également que le marché de l'art est également un marché particulièrement résilient. On voit que malgré le climat incertain, il y a eu une baisse enregistrée d'à peine 4% entre cette année et l'année précédente. Et également, un autre point qui nous paraît très intéressant, ça concerne l'essor considérable de ce marché qui a presque doublé sur les 10 dernières années, même si ça reste évidemment au regard des autres du marché financier, évidemment un petit marché, puisque ça va représenter peut-être 4 jours du CAC 40. Je voudrais ajouter une dernière chose que je trouve intéressante aussi, c'est aussi sur cette question de place au sein du patrimoine. Vous avez parlé de stratégie, ce qui est effectivement tout à fait justifié. C'est on peut réfléchir à une stratégie patrimoniale, artistique avec les clients. Et dans ce cas-là, pouvoir aligner l'identification et le choix de l'œuvre d'art avec le taux d'aversion au risque du client, avec des budgets aussi qui soient alignés, et donc des budgets en général, point d'entrée aux alentours de 30 000 €, un middle market entre 100 et 500 000 €, et puis on peut aller au-delà de... Oui, parce que j'allais vous dire en fait... Le vulgum pécus, quand il entend parler du marché de l'art, souvent, c'est parce qu'il y a telle ou telle œuvre qui a explosé tous les records à Londres ou à New York, etc. Et inévitablement, tout le monde se dit « Ok, ça, c'est pas pour moi ». Mais en fait... On peut, et vous venez de rappeler ces quelques gammes de prix, entre guillemets, on peut s'y intéresser sans être multimilliardaire. Quels sont les principaux critères qu'il faut justement considérer au moment où on décide de franchir le pas, de rentrer sur ce marché de l'art, toujours avec une vision patrimoniale ? Alors, si on parle si on adopte toujours, et nous c'est ce qu'on fait dans notre quotidien, ce positionnement patrimonial, ça veut dire qu'il faut aller vers des artistes, nous appelons des artistes artistiques patrimoniaux, donc des artistes institutionnels, donc des artistes muséaux. Donc ça veut dire des artistes qui ont très fortement contribué à l'histoire de l'art. Donc le premier critère qui nous semble important, c'est évidemment de pouvoir identifier ses goûts, puisqu'il s'agit d'un actif plaisir, et ensuite de pouvoir aligner ses goûts avec le positionnement au sein de l'histoire de l'art. Mais il y a un autre aspect extrêmement important, si on peut parler de due diligence, même si le marché de l'art n'est pas un marché régulier, c'est une trilogie qui nous semble incontournable. Et cette trilogie, elle concerne l'authenticité, la qualité et le prix. L'authenticité, parce qu'aujourd'hui, c'est un point extrêmement important. On parle davantage... Une croûte, quoi.
Oui, et puis on parle davantage de degrés d'authenticité, parce qu'il peut y avoir des remises en cause d'authenticité. Donc, quelle est la solution à ça ? C'est d'être absolument intraitable sur la traçabilité et la provenance des œuvres. D'accord. Un autre point, c'est la qualité, puisqu'il faut faire attention à l'état de conservation des œuvres qu'on achète. Ça peut fortement influer sa valorisation. Et puis, évidemment, la période à laquelle l'œuvre a été réalisée. Même quelqu'un comme Picasso n'a pas fait que des chefs-d'œuvre. Donc, cette période est très importante. Et puis, enfin, la question de la désirabilité de l'œuvre d'art. Parce que plus une œuvre d'art est désirable et commerciale, plus il y aurait de facilité à la revendre. Et concernant le prix, il est important aussi de savoir naviguer, de connaître les rouages entre les prix des enchères et les prix de gré à gré. Donc ça veut dire qu'il faut aller dans des ventes aux enchères aussi pour humer l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il faut se balader dans des galeries. Enfin, on rappelle, c'est pas payant d'entrer dans une galerie. Exactement. On a le droit d'aller regarder juste, et tant pis si on n'achète pas. C'est ça qu'il faut faire aussi. Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir une position complètement indépendante et de ne se couper d'aucun marché. Donc, les ventes aux enchères sont publiques. Et après, ça dépend du temps aussi que vous avez à allouer à ces recherches, puisqu'évidemment, les racines de l'optimisation de cet investissement sont la connaissance et l'expertise. Alors, je vais être un peu vulgaire et vous poser aussi quelques questions qui sont bêtement terre à terre, mais je crois que quand on initie un petit peu des épargnants à ce monde de l'art en gestion de patrimoine, il faut aussi aborder ces questions-là. D'abord, qu'est-ce qu'il en est de la fiscalité ? Fiscalité, c'est pas du tout un gros mot. Moi, je trouve qu'au contraire, c'est un des avantages particuliers de l'œuvre d'art, et vous avez parfaitement raison de le souligner. Je dirais qu'il y a 2 avantages fiscaux, pour moi en tout cas, qui nous semblent particulièrement spécifiques. Le premier, ça concerne la taxation sur la plus-value. Vous n'avez pas aujourd'hui un actif du patrimoine qui peut bénéficier d'un forfait de 6,5% sur la taxation sur la plus-value, qui peut être aussi appliquée de la même manière pour une exportation définitive. Donc ça, c'est un des premiers aspects les plus intéressants. Le deuxième aspect fiscal très intéressant concerne la transmission des œuvres d'art, puisque dans certains cas, les œuvres d'art, lors de succession, si les personnes, les héritiers, choisissent d'opter pour le forfait des meubles meublants, les œuvres d'art peuvent être considérées comme un meuble meublant. Donc ça vous permet à la fois en toute légalité de pouvoir intégrer l'œuvre d'art dans la succession tout en ne le fiscalisant pas. Et puis, on peut aussi payer une partie de ses droits en donnant... Alors, il y a les dations, voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, mais ça, c'est un truc qu'on m'avait exactement, exposé et qui est assez sympa. La datation en paiement avec un effet suspensif qui est à l'avantage du contribuable, etc. Il y a des tas d'autres avantages. Et une dernière chose peut-être sur les présents d'usage aussi, quand on parle de transmission, on n'en parle pas assez. Il n'y a pas de législation par rapport à ça, mais au vu de la jurisprudence, on essaye de ne pas dépasser les 3% de l'ensemble du patrimoine. Et dans ce cas-là, vous faites des présents d'usage. Et puis, dernier point important aussi, concernant les artistes vivants pour les entreprises, vous pouvez amortir 100% de votre acquisition sur 5 ans avec un plafond de 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Voilà donc quelques idées de fiscalité. Deuxième gros mot, le rendement, parce que tout à l'heure, vous nous avez un peu comparé le marché de l'art avec les autres grands actifs financiers. Bon, ok, on se fixe, on a les grands ordres d'idées que vous nous avez donnés en termes de prix. Alors, on va sortir des multimillionnaires, mais voilà, un épargnant lambda dans ce marché de l'art, il peut espérer quel rendement, en gros, avec de l'art ? Alors, d'abord, quand on parle d'art, on n'évoque pas le rendement. Le rendement... Donc, je remballe ma question. Non, parce que c'est quand même intéressant, puisque c'est une question que tout le monde pourrait se poser. On ne parle pas de rendement pour une raison simple, je parle bien de l'art en pleine propriété. Si vous êtes sur un produit titrisé dont le sous-jacent est l'art, c'est différent. Mais en pleine propriété, effectivement, on n'évoque pas de rendement parce que nous n'avons pas de rentabilité suffisante. Le marché n'est pas assez gros pour pouvoir distribuer une rentabilité annuelle comme vous le feriez par exemple sur des parts de SCPI. Donc on ne raisonne pas par rendement. En revanche, la performance s'apprécie par arbitrage, c'est-à-dire par la plus-value. D'accord. Et donc, c'est pour ça qu'il est extrêmement important, quand on détient des œuvres d'art, de pouvoir optimiser et de se faire accompagner, si on ne maîtrise pas les rouages, pour pouvoir optimiser la valorisation de son œuvre sur le long terme.
Troisième et dernière question un peu casse-pied du gestionnaire de patrimoine, j'ai envie de dire, sont les risques. Il y a des risques associés. Oui. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, le fait que effectivement, on a cru avoir un Picasso et puis finalement, on a une croûte de mon petit frère. Non, voilà, quels sont les risques qui sont associés ou inhérents à ce marché de l'art? Alors, premier risque, c'est l'authenticité. Mais avant, je voudrais rajouter quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, ça vient de me revenir à l'esprit. C'est le fait que par rapport à d'autres actifs traditionnels sur lequel vous pouvez avoir des dépôts de bilan de société ou autres pour des actifs actions, vous n'aurez jamais un artiste qui sera déclassé. Un Picasso restera toujours un Picasso. Donc ça, c'est un premier aspect qui me semble extrêmement important. Le risque, le premier risque, il est inhérent à la substance de l'œuvre. Donc l'authenticité. Ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, comment vous pouvez atténuer ce risque avec les informations liées aux provenances des artistes. Mais il y a autre chose aussi qu'il faut regarder, si on va un petit peu plus en profondeur, parce que c'est un sujet extrêmement important. Ça concerne aussi les comités et les successions. Quand vous avez des successions d'artistes, vous pouvez avoir des cotes malmenées, des incertitudes. Et vous pouvez avoir des comités aujourd'hui d'artistes, notamment au XXe siècle, qui se déresponsabilisent de plus en plus. Vous avez de moins en moins de documents qui vont vous écrire « Je certifie que c'est une œuvre de ». On va davantage vous rendre un document ou un simple mail, parfois pour des artistes extrêmement importants, un simple mail avec un numéro d'archive. Donc des documents qui n'ont pas de validité judiciaire. C'est la raison pour laquelle la provenance reste extrêmement importante. Alors la question de la liquidité, on peut dire que c'est un risque si on compare avec d'autres actifs traditionnels. J'ai envie de dire que la solution, ce serait quoi ? Peut-être les enchères. Parce que c'est une énorme plateforme d'échange où il y a un flux extrêmement important, mais toujours à condition de savoir manier et optimiser les rouages. Ça veut dire à quelle période vendre dans l'année, quelle place de marché, connaître l'importance du prix de réserve, etc. Et puis, je dirais peut-être que l'autre dernier risque, si on est une fois de plus sur une œuvre d'art en pleine propriété et non pas sur une titrisation, c'est d'évacuer complètement la notion de plaisir. Parce que si vous êtes sur de l'investissement pur, je pense qu'il y a d'autres actifs qui sont mieux adaptés. Juste pour terminer, on a parlé ces dernières années de plus en plus souvent du côté digital du marché de l'art, de certaines œuvres qui n'existent entre guillemets même pas, de tokenisation. Enfin bref, voilà, il y a plein de mots qui sont venus peut-être aussi troubler un petit peu pour certains qui avaient une oreille attentive ce marché de l'art en disant mais finalement, qu'est-ce que ce marché de l'art 2.0 ou je sais pas quoi va donner ou va devenir ou va entraîner? Comment est-ce que ces plateformes numériques, ce digital influence-t-il le marché de l'art? Alors, je pense que déjà, il y a deux approches. Il y a la partie des tokenisations dont vous parlez, la digitalisation du marché. Tokenisation, bon, il faut aussi rappeler que ce qui a énormément fait parler de ce type d'art, c'est parce qu'il y a eu un record de plusieurs dizaines de millions de dollars pour une œuvre de Beeple qui a été adjugée chez Christie's à New York. Il faut aussi connaître le dessous des cartes, savoir que les deux personnes qui ont enchéri étaient deux Indiens qui avaient de l'argent virtuel aussi. D'accord. Donc ça, c'est un premier aspect intéressant. Deuxième aspect concernant la digitalisation de l'art, elle est extrêmement importante puisqu'elle a considérablement participé évidemment à l'essor du marché de l'art, puisque aujourd'hui, pour des ventes aux enchères, vous pouvez enchérir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, partout dans le monde. Donc, ça a énormément démocratisé aussi l'accès à l'art pour ceux qui étaient un peu plus timides, parce que l'anonymat est davantage préservé derrière un écran. Et puis, savoir que cette digitalisation, elle a été extrêmement vertueuse pendant le Covid, puisque ça a totalement sauvé les maisons de vente et ça a permis aussi de gagner 3-4 ans avec le développement de cette technologie. Mais les limites aussi de cette technologie, c'est que même si vous êtes derrière votre écran, si vous n'avez pas la connaissance et l'expertise, vous ne saurez toujours pas quelle est la bonne pièce à acheter, celle qu'il faut éviter. Je vous donne un exemple, notamment sur les artistes contemporains, qui sont parfois très marketés, sur lesquels il faut être particulièrement vigilant. Vous avez un artiste qui s'appelle Sterling Ruby, qui a quelques années faisait la couverture des catalogues de vente chez Christie's, Sotheby's, etc. Pour les day sales, pas les evening sales, pas suffisamment important, mais quand même un artiste qui se vendait entre 250 000 et 300 000 $. Aujourd'hui, c'est un artiste qui est valorisé pour les œuvres. On en a vu encore un il n'y a pas très longtemps, entre 60 et 70 000 $. Et encore, vous avez du mal à avoir un marché secondaire. Donc, il ne s'agit pas de faire peur aux gens, mais de dire revenez à des fondamentaux. Le fondamental, c'est quelle est la place dans l'histoire de l'art de l'artiste.
Eh bien, écoutez, on en sait un petit peu plus grâce à vous sur ce monde de l'art qu'on essaiera bien évidemment de suivre au cours des prochains mois régulièrement. Delphine Brochant pour Fine Art Consulting. À très bientôt. Merci Cédric Decoeur. Au revoir. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.